Pourquoi certaines personnes prennent la fuite lorsque la relation devient sérieuse? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé toi aussi face à un partenaire qui a saboté ta relation avec lui? Ou peut-être que toi-même tu as eu envie de partir lorsque l'intimité et l'engagement devenaient trop menaçants pour toi? Cette vidéo va t'aider à mieux comprendre ce phénomène. Donc comme on le sait, les événements de notre passé façonnent notre capacité à nous engager dans des relations amoureuses une fois adultes. Donc les traumatismes liés à l'abandon peuvent créer des barrières invisibles. L'abandon, par exemple, par un parent ou une figure d'attachement importante durant l'enfance, crée une blessure fondamentale dans la construction de l'estime de soi et de la confiance en l'autre. Ce sont les styles d'attachement, et là on pourrait parler d'un attachement évitant dans un partenaire qui fuit. Donc les ruptures douloureuses aussi sont des expériences amoureuses traumatisantes qui laissent des cicatrices émotionnelles profondes. La trahison ou l'abandon par un partenaire dans une histoire plus ancienne peut renforcer la croyance que l'amour mène inévitablement à la souffrance. Donc c'est un mécanisme de défense qui se met en place, un développement finalement d'une stratégie d'évitement comme une protection émotionnelle. La personne anticipe inconsciemment l'abandon et elle préfère fuir avant d'être rejetée ou blessée. Bien sûr, ce sont des mécanismes inconscients qui façonnent à ce moment-là les comportements amoureux de la personne qui s'en va. En fuyant par peur d'être abandonnée, elle reproduit paradoxalement le schéma d'abandon qu'elle redoute tant. Le manque de confiance en soi, c'est ce qui représente l'un des facteurs majeurs qui explique pourquoi certaines personnes fuient l'engagement. C'est une insécurité intérieure qui agit finalement comme un saboteur silencieux. Ça attaque la capacité à croire en sa valeur et à s'octroyer le droit au bonheur. Donc il y a un doute de mériter l'amour. Il y a 73 des personnes qui fuient en fait par peur de décevoir leur partenaire. Elles sont persuadées qu'elles ne sont pas suffisamment dignes d'être aimées. C'est une conviction profonde qui les pousse à s'aborder la relation avant que l'autre ne découvre leur supposée insuffisance. Le fait qu'ils ne soient pas assez bons, assez intelligents, assez beaux. Donc il y a 81 qui ont un sentiment d'imposture. Ils se sentent inadéquats dans leur rôle relationnel, dans leur couple, comme s'ils jouaient un personnage qui n'est pas vraiment eux. Et plus la relation s'approfondit, plus la pression de maintenir cette façade devient difficile, insoutenable, et ça déclenche un mécanisme de fuite. Il y a aussi la peur du jugement. 67 craignent d'être rejetés une fois qu'on connaîtra vraiment qui ils sont, c'est-à-dire leurs imperfections, leur vulnérabilité et cette angoisse permanente d'être mal évalués, d'être évalués négativement par leur partenaire, ça épuise émotionnellement, aussi physiquement, ça prend toute l'énergie et donc ça pousse à mettre un moment fin à la relation. Ce sont des statistiques quand même avec, je trouve, une forte, importance. Ça montre l'ampleur du problème sur l'estime de soi dans les relations. Bon, c'est un paradoxe parce que ça réside dans le fait que ces personnes, elles désirent vraiment une intimité, elles désirent vraiment une relation, tout en la fuyant. Donc ça crée un cycle qui est difficile à briser. Il faut vraiment, en fait, une prise de conscience et à ce moment-là, surmonter ça avec un travail thérapeutique chez un spécialiste, EMDR, thérapie systémique, TCC, pour en fait, travailler sur les croyances négatives sur soi-même et puis se confronter à ces pensées limitantes et les reconstruire et reconstruire une image de soi compatible avec l'idée de mériter l'amour, en fait. Alors la peur des conflits et l'affirmation de soi. Il y a une croyance irrationnelle qu'un conflit mènera inévitablement à l'abandon. Donc ça paralyse toute communication. Le partenaire, au lieu d'être vu comme un allié, devient progressivement une source d'anxiété constante. Et cette anxiété s'intensifie particulièrement lorsque la relation devient plus sérieuse. Les enjeux émotionnels, forcément, ils deviennent plus élevés et la possibilité de rejet imaginaire devient plus douloureuse. Il y a aussi un déficit, d'affirmation personnelle, c'est-à-dire une incapacité à établir des limites saines dans la relation. Ça conduit à un sentiment progressif d'effacement de soi. La personne qui fuit l'engagement ressent souvent qu'elle perd son identité dans la relation, parce qu'elle n'arrive pas en fait à s'affirmer et ça crée un paradoxe, c'est-à-dire que plus la personne s'efface pour préserver la relation, plus elle ressent le besoin de s'échapper pour retrouver son sentiment d'autonomie et d'identité personnelle qu'elle avait mis sous le tapis, en fait. Ces différents aspects de la peur des conflits s'entremêlent et ça crée un cercle vicieux où la communication devient de plus en plus difficile.
qui serait vraiment bénéfique, c'est de développer des compétences en communication non violente et puis d'apprendre à s'affirmer plus sainement pour arriver à briser ce cycle. Il y a des mécanismes d'auto-sabotage qui se mettent en place. C'est lorsque l'intimité et l'engagement deviennent trop menaçants, certaines personnes activent à ce moment-là des comportements destructeurs qui sabotent la relation, consciemment mais parfois aussi inconsciemment. Ce sont des mécanismes qui forment un cercle vicieux et qui confirment, qui abondent dans le sens de leur peur profonde. Donc par exemple, la recherche de défauts chez l'autre, trouver des imperfections chez le partenaire pour justifier la fuite. L'esprit devient hyper critique, il transforme des petits détails mineurs qu'on a tous, donc des petits détails mineurs qu'il trouve chez l'autre, pour hyper focaliser sur les défauts de l'autre et que ça serve d'écran de fumée. C'est pour éviter de se confronter à ses propres peurs d'engagement. Alors il peut aussi provoquer des conflits, c'est-à-dire créer délibérément des tensions pour avoir une raison de partir. Ce sont des confrontations qui permettent de tester les limites du partenaire tout en justifiant son retrait, sa rupture. C'est un comportement qui dissimule une peur bien sûr profonde d'être abandonné en premier. Il y a aussi la fuite émotionnelle, c'est-à-dire se retirer et devenir distant sans explication claire. C'est une disparition psychologique qui précède souvent la rupture physique. La personne devient émotionnellement inaccessible, elle réduit la communication et elle évite l'intimité. Ça crée une distance qui rend la séparation presque inévitable. Et puis bien sûr la répétition de ce cycle, c'est-à-dire recommencer une nouvelle relation. Après la rupture, il y a un sentiment de soulagement temporaire qui s'installe pour la personne qui fuit, mais c'est suivi de la recherche d'un nouveau partenaire. Et puis ce cycle va se répéter parce que les blessures émotionnelles, elles demeurent non traitées et ça va perpétuer le même schéma destructeur, relation après relation. Alors la personne qui les met en œuvre, elle croit sincèrement qu'elle réagit de façon justifiée aux circonstances, qu'elle a eu raison de partir. En fait, elle ne réalise pas qu'elle orchestre elle-même l'échec de ses relations pour protéger sa vulnérabilité émotionnelle. Alors comment sortir de ce schéma? La première étape, c'est de reconnaître en fait ses peurs et d'identifier les schémas qui peuvent être répétitifs dans vos histoires amoureuses. Les observer bien sûr sans jugement, mais observer vos réactions en fait face à l'engagement. Vous pouvez même les noter dans votre téléphone ou alors dans un petit carnet. Noter les moments en fait où la peur a surgi et où les pensées arrivent et quel type de pensée arrive, quelle émotion, quel sentiment. C'est une observation très intéressante, ça vous met un petit peu en retrait de vos émotions et ça vous permet de repérer finalement les déclencheurs qui activent ces mécanismes de peur et de fuite. Ensuite, bien sûr, consulter un professionnel, ça je peux pas du tout dire le contraire. Il y a des thérapies comme le MDR, la TCC, la thérapie cognitive et comportementale, la thérapie systémique aussi qui peuvent être particulièrement efficaces pour traiter tous ces schémas relationnels et dysfonctionnels et puis les traumatismes, liés à l'attachement. Partager ses peurs avec son partenaire, ça c'est vraiment quelque chose de très important, c'est-à-dire ne pas avoir honte de ce qu'on peut ressentir. En fait, dans un couple, la vulnérabilité, c'est quelque chose d'important et exprimer clairement ses besoins et ses limites et aussi ses inquiétudes et ses peurs, ça permet en fait de créer un espace de sécurité émotionnelle qui est extrêmement important dans une relation équilibrée. Et pour terminer, cultiver une relation saine avec soi-même, c'est-à-dire garder votre propre espace. Si vous avez des passions, des amis, continuez bien sûr à aller les voir, à faire votre passion si c'est plusieurs fois par semaine, mais renforcer en fait, comment expliquer ça? Votre valeur personnelle, c'est-à-dire ne pas être juste dépendant de la relation amoureuse et ça diminue la peur, en fait, de se perdre dans la relation. Le fait d'avoir votre propre espace de plénitude. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à vous abonner pour d'autres vidéos sur les relations de couple, sur l'anxiété et sur la peur du rejet.